Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été une nouvelle fois marquée par la détente des marchés actions, une baisse de la volatilité sur fond de détente des taux, avec cette semaine de nouvelles publications de l'inflation aux États-Unis, des chiffres qui sont ressortis légèrement inférieurs à ce que le marché attendait. On est désormais sur un chiffre d'inflation cœur aux États-Unis, c'est-à-dire d'inflation sous-jacente, hors alimentation et hors énergie, qui est l'inflation la plus surveillée par la Fed, qui est désormais à 4%. Donc d'un côté, il y a effectivement des progrès par rapport au mois précédent. On passe de 4,1 à 4%, ce qui plaît au marché, qui a plu d'ailleurs de manière presque démesurée au marché. La réaction, lorsque ces chiffres ont été publiés, a été très forte à la hausse pour les marchés actions et forte détente des taux, ça on va en reparler. Mais de l'autre côté, ne pas perdre de vue que l'inflation sous-jacente, donc le repère principal pour les banques centrales, eh bien, aux États-Unis reste à 4% pour l'instant. C'est donc toujours 2 fois plus que l'objectif de la Fed. Si on regarde du côté de l'Europe, on est un peu au-delà de 4% pour cette même inflation, cette inflation sous-jacente. Là aussi, plus de 2 fois l'objectif de la BCE. Et donc, on voit que depuis 15 jours maintenant, le thème qui prédomine, c'est effectivement celui d'une détente des marchés actions sur fond de nouvelles, soit d'un côté de nouvelles macroéconomiques un peu moins bonnes, on l'a vu clairement aux États-Unis, ça s'est poursuivi cette semaine, et également sur fond donc de repli de l'inflation. Là, c'était le thème de cette semaine. Donc finalement, 2 semaines coup sur coup d'une forte explosion à la hausse des marchés, avec des réactions assez épidermiques, mais effectivement, quelques petites questions quand même en toile de fond sur la pertinence de ce mouvement de hausse, pas forcément sur les chiffres américains un peu moins bons, ça c'était il y a une quinzaine de jours, mais sur la détente de cette semaine. On le rappelle donc, les progrès sur l'inflation, certes, sont là sur l'inflation au cœur, on n'a pas une inflation qui réaccélère, mais les progrès vers les 2% sont quand même tout de même assez longs, assez lents, et les taux, en revanche, on parlait des taux, si on prend des taux de référence comme le 2 ans américain, par exemple, il a lâché presque 30 points de base à la suite des chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça a été une des plus fortes baisses, alors pas forcément 30 points de base sur la journée, mais sur la séquence. Et si on prend que la journée, qui est donc la journée de mardi, si je ne me trompe pas, où l'inflation a été publiée, la baisse intraday du taux 2 ans américain sur la seule journée de mardi, c'est la plus forte baisse qu'on a observée depuis le mois de mars 2020, où on se souvient que le contexte était donc très différent à l'époque. C'était le fameux épisode du stress bancaire, avec l'affaissement subite de la banque américaine, la banque californienne SVB, très orientée sur la tech. Donc, se rendre compte que finalement, on observe des plus fortes baisses quotidiennes sur un taux plutôt court américain que le taux de 2 ans, qui n'a jamais été vu, cette baisse, aussi fortement que depuis un stress bancaire. Vous voyez qu'il y a quand même des rapports si vous voulez, de taille et d'importance de mouvement qui ne sont pas forcément si simples à justifier. Et la question qu'on se posait tout au long des derniers jours, c'est de savoir comment allaient réagir les membres des banques centrales par rapport à cette détente des taux. Parce qu'on rappelle que les discours qui précédaient ces mouvements de détente qu'on observe depuis 15 jours, à la fois sur les actions, mais aussi surtout sur les taux. Les discours qui précédaient, c'était de dire, que ce soit Jérôme Powell ou Christine Lagarde, pour la Fed ou la BCE, c'est d'expliquer que les taux élevés maintenaient, que les taux obligataires élevés permettaient d'entretenir un schéma de restriction donc des conditions financières qui rendait la politique monétaire toujours restrictive. Et donc, disant implicitement que parce que les taux restaient élevés, les taux obligataires, eh bien la Fed ou la BCE elle-même n'avait pas besoin de les relever plus que ça, parce que finalement le marché obligataire faisait le job. Si désormais les taux obligataires commencent à se détendre, en parallèle de chiffres macroéconomiques moins bons et de chiffres d'inflation qui s'améliorent, est-ce que la Fed et la BCE vont trouver le degré de détente dont on parlait, qui était relativement important, en tout cas de manière par séquence. Suite à l'inflation, ça a été très très rapide, même si après, la séquence s'est pas forcément poursuivie tout au long de la semaine. Mais est-ce que la Fed et la BCE sont confortables avec cette détente des taux, qui signifie donc légère détente des conditions financières? Aussi, la moindre volatilité qu'on observe sur les marchés actions notamment, c'est également une détente des conditions financières. Et on rappelle que les conditions financières doivent rester suffisamment dures pour que les banques centrales s'assurent que l'inflation revienne sans délai indu à 2%. Et il semble que, en cette fin de semaine, il y a eu un petit rappel à l'ordre quand même. On voit que
aujourd'hui, donc vendredi, au moment où j'enregistre ce podcast, il est 17h, on a eu toute une série de déclarations, aussi bien de membres de la BCE que de membres de la Fed, certains sont des faucons, d'autres non, qui justement nous rappellent que la lutte contre l'inflation n'est pas gagnée, que certifier qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Oui, je prends le cas par exemple de Marie Daly de la Fed. Elle dit nous ne sommes pas sûrs que l'inflation soit en route vers les 2%. Elle dit la Fed a besoin de patience et d'ajustements mesurés. Ça, c'est quand même des propos. Et elle s'était déjà exprimée cette semaine dans ce sens-là. Du côté de la Banque Centrale Européenne, on a Wunsch, par exemple, qui explique que là aussi, nous devons être convaincus, je reprends ces termes, nous devons être convaincus que l'inflation se dirige vers 2% avant de baisser les taux. Il souligne que le marché de l'emploi en Europe reste très résilient aussi. Quand il rappelle que le marché de l'emploi reste très résilient, c'est qu'en sous-jacent, il y a les questions de salaire et de progression de salaire qui persistent et qui sont donc plutôt de nature à entretenir l'inflation. Son collègue Nagel, au niveau de la BCE également, Nagel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il serait imprudent de baisser les taux trop tôt et que nous ne sommes pas sûrs d'avoir atteint le pic sur les taux. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'on a vu que suite à ces chiffres d'inflation, donc cette semaine, et des statistiques macro-américaines moins bonnes, chiffres de l'emploi moins bons, indice d'activité dans les services moins bons, production industrielle cette semaine qui est à moins 0,6% en variation mensuelle, c'est son plus fort repli depuis décembre 2022. On voit que les demandes continues d'allocation au chômage sont revenues sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis presque 2 ans. Donc on voit bien qu'il y a comme ça un ralentissement du marché de l'emploi et de l'activité aux États-Unis. Et donc les banquiers centraux voient cette dégradation économique, mais eux, leur job, leur mandat, c'est aussi de s'assurer que l'inflation revienne à 2%. Et donc les marchés, eux, quand ils ont vu ces statistiques macroéconomiques moins bonnes, en Europe, ça fait déjà quelques temps qu'on en a, mais aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus récent. Eh bien, les marchés, qu'ont-ils fait? Ils ont rapproché les anticipations de première baisse de taux du côté de la Fed, notamment. Désormais, on a des probabilités qui sont nettement accrues pour un premier mouvement, quand on regarde les futurs Fed Funds, donc, qui sont les futurs sur les anticipations de niveau de taux de la Fed, eh bien, on voit que les futurs Fed Funds, désormais, entre mai et juin, ils commencent à pricer une première baisse de taux. Alors qu'il y a encore quelques semaines simplement, on ne parlait pas de baisse de taux avant le second semestre et même à la fin du second semestre. Donc vous voyez comme le marché, et c'est ça qui fait que le marché action rebondit aussi fortement depuis 15 jours, c'est que les anticipations de mouvement de taux de la Fed se sont nettement assouplies, nettement rapprochées de mouvements de baisse de taux. Et donc en cette fin de semaine, ces discours qu'on est en train d'avoir à la vendredi, et vous voyez la séquence semble quand même assez synchronisée. On a plein de discours qui sont de la même teneur, aussi bien du côté de l'Europe que des États-Unis. On a également notre banquier central, dont j'ai oublié le nom, mais qui a expliqué, c'était aujourd'hui même, voilà, c'est Goldsby pour la Fed, qui explique que we will do whatever it takes to beat inflation, whatever it takes, la fameuse formule de Mario Draghi. Sauf que là, elle est employée dans le sens où nous ferons tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour vaincre l'inflation. Vous voyez, ces rappels qu'on a aujourd'hui, c'est pas pour dire qu'il faut encore relever les taux 3 ou 4 fois, c'est pas ça le sujet. C'est des propos qui visent très probablement à orienter le sentiment du marché obligataire, qui s'était quand même pas mal détendu après pas mal de chiffres macro moins bons qu'attendus, mais pour faire en sorte que ces attentes, que ces anticipations obligataires n'aillent pas plus vite que la musique. Parce que si ça se détend trop vite sur les taux, les conditions financières s'assouplissent, les conditions de crédit vont s'assouplir également, et donc on aura des conditions qui seront moins favorables à la Fed pour revenir rapidement à 2%. Et donc on voit bien que certains membres en tout cas de la Fed et de la BCE, sont assez inconfortables avec ce qu'ils ont vu ces derniers jours sur les taux, et que ces propos plutôt, je ne sais pas si on peut qualifier de faucons, mais c'est un petit peu ces rappels à l'ordre sur le fait que la lutte contre l'inflation est une lutte de longue haleine et que donc le combat n'est pas encore gagné. Eh bien on voit bien que ces rappels probablement visent à infléchir un petit peu le sentiment du marché obligataire, en tout cas à faire en sorte qu'il ne se dégrade pas trop vite, que les taux ne descendent pas trop vite. Et la réaction s'est vue en cette fin de semaine sur les taux. Vous voyez le taux, si on prend toujours le fameux taux 2 ans américain, qui est donc plutôt sensible à ces questions de rhétorique, de politique monétaire, il a pris, par rapport à son point bas intraday, au moment où j'enregistre le podcast, il a pris 10 points de base. Ce n'est pas gigantesque comme mouvement, mais ce n'est pas non plus un mouvement inexistant. On a des mouvements également similaires sur les taux européens. Donc ça veut dire que le marché obligataire a entendu ces messages. Il se rend compte que les banquiers centraux ne veulent pas, à ce stade, que les conditions financières se détendent trop rapidement. Mais c'est sûr que désormais, on va avoir un match, et dans l'esprit du marché, c'est ça le match qui se joue. Les marchés, on vient de le dire, ils apprécient de voir des stats macro moins bonnes parce qu'ils pensent que la Fed va commencer à pivoter plutôt qu'ils n'anticipaient il y a quelques semaines encore.
Et c'est vrai, quand on regarde les statistiques, notamment aux États-Unis, donc ça j'en ai parlé des statistiques américaines, on voit aussi que dans d'autres pays européens, alors, pas l'Europe continentale, mais au Royaume-Uni par exemple, Royaume-Uni, on a eu ce matin des chiffres sur les ventes au détail, elles se replient en données annuelles depuis plus d'un an et demi, les ventes au détail. Plus d'un an et demi. C'est une séquence sur 30 ans qui n'a jamais été observée. Donc on a vraiment des tassements de la consommation au Royaume-Uni qui sont bien présents. On a aussi des schémas similaires en Europe. On a des replis comme ça de ventes au détail en données annuelles qui sont également qui sont observés depuis déjà plusieurs mois. Donc, on voit que la consommation est en train de fléchir, et ça, effectivement, c'est aussi une des phases de normalisation des excès post-Covid. Mais on sait que la consommation, quand elle commence à fléchir, c'est évidemment un risque pour l'économie, notamment les économies dont une partie importante du PIB dépend de ça. Et aux États-Unis, les derniers chiffres à ce stade sont toujours assez résilients sur la consommation, mais cette semaine, il y a quand même eu un petit signal que je qualifierais de signal faible, mais qui n'est pas passé quand même totalement inaperçu. C'est suite aux résultats de Walmart. On a eu des propos du directeur financier qui expliquait que sur les 2-3 dernières semaines qu'il avait observées, il y avait vraiment eu un changement de comportement des consommateurs. Et donc, il trouvait en fait que les consommateurs s'étaient vraiment retenus en termes de dépenses sur les 2-3 dernières semaines. Comme vous voyez, s'il avait noté une inflexion un peu subite comme ça, un peu rapide finalement, qu'il ne voyait pas auparavant. Et autant le résultat de Walmart était supérieur aux attentes, autant les projections, les fameuses guidances, étaient quand même plus réservées. Et donc, est-ce qu'on commence à voir là aussi du côté des États-Unis des signes, des débuts de signes de ralentissement de la consommation? Ça semble assez probable. Et justement, on disait dans les podcast précédent que les niveaux de taux sur les cartes de crédit, sur les crédits immobiliers, les encours de cartes de crédit, la faiblesse de l'épargne, le faible taux d'épargne, etc., qu'à un moment donné, les Américains allaient commencer à sentir un peu la nécessité de moins consommer, parce que n'ayant plus les moyens de le faire, ou beaucoup moins les moyens de le faire. Est-ce qu'on commence à voir les premiers signes? Je pense que c'est ça aussi que voit le marché action. C'est pour ça qu'il s'est autant redressé, parce qu'il se dit, si la consommation américaine commence à bouger un petit peu, il est évident que la Fed, à un moment donné, n'ira pas non plus trop loin. Mais c'est la question du timing qui est important. Le marché, comme toujours, part très vite et à l'avance. Dès qu'il voit des signaux qui peuvent l'intéresser, il part. Donc là, en l'occurrence, il rebondit. Il y aura un bras de fer qui va se jouer avec la Fed, très clairement. Est-ce que la Fed, elle, est d'accord avec ça? Et ce que l'on voit des dernières déclarations, là, en cette fin de semaine, des membres de la Fed et de la BCE, c'est que, oui, en gros, on note ces signaux de ralentissement, mais attention, le combat contre l'inflation n'est pas gagné. Et à un moment donné, si les marchés ont l'impression que les banques centrales traînent les pieds pour changer un peu les messages, encore une fois, on ne parle plus de hausse de taux, mais pour changer simplement la teneur des messages. Si les marchés sentent que les banques centrales traînent les pieds, ça veut dire que les statistiques sont moins bonnes d'un point de vue macro, donc on est sur un schéma de ralentissement, face à des banques centrales qui tarderaient volontairement à envoyer des messages plus souples, eh bien, il y aurait ce risque à ce moment-là que les mauvaises nouvelles soient réellement des mauvaises nouvelles pour le marché. Jusqu'à présent, c'est bad news is good news. Mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour le marché. À un moment donné, si les banques centrales ne changent pas de tonalité, sans qu'elles baissent les taux concrètement, je dis juste simplement qu'elles changent les mots qu'elles emploient, dans leur communication. Si les marchés ne voient pas ça arriver rapidement, à un moment donné, les mauvais chiffres deviendront des sources d'inquiétude pour le marché, tardant à voir les banques centrales réagir. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette semaine au niveau des principales informations. On note aussi cette baisse du pétrole qui était assez impressionnante. Là, on est venu chercher proche des $70 sur le WTI. Bon, pas tout à fait 70, mais pas loin. Et là aussi, c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que on a un comportement comme ça du pétrole qui aurait pu rester sur des zones plutôt élevées par rapport au conflit au Proche-Orient, par rapport à ces questions d'approvisionnement mondial et toujours ces décisions de l'OPEP+, de prolonger les coupes de production. Et bien, malgré ça, malgré les situations géopolitiques tendues et ces coupes de production toujours à l'œuvre, eh bien, on a un pétrole qui nous cherche un plus bas de plusieurs mois. Et là aussi, est-ce que ça ne dit pas que peut-être quelque chose sur le fait que certains marchés, comme les marchés actions, sont peut-être trop optimistes, alors que d'autres marchés, notamment de matières premières, le pétrole, certains traders certains intervenants de marché sont peut-être moins confiants sur la trajectoire économique et sur l'intervention des banques centrales ou sur le pivot des banques centrales. Et donc, peut-être qu'on commence à pricer aussi un petit peu, là, sur le pétrole, certains ralentissements économiques à venir, notamment aux États-Unis. Donc oui, on a comme ça quelques divergences entre marchés. On note que la volatilité du marché action est faible. Elle est tombée là aujourd'hui légèrement en dessous de 14. Donc c'est vraiment une volatilité qui est faible.
Voilà pour la synthèse et l'analyse de la semaine écoulée. La semaine prochaine, une semaine un petit peu décalée parce qu'on aura un jour férié, ce sera jeudi aux États-Unis, donc les stats vont être un petit peu décalées la semaine prochaine. Lundi, rien à se mettre sous la dent, aucune grosse donnée, en tout cas macro à se mettre sous la dent. Mardi, on aura une intervention de Christine Lagarde, on aura des chiffres d'inflation pour le Canada, pour ceux qui traitent ces actifs ou les devises associées, on aura des chiffres de vente de logements existants, donc aux États-Unis ce sera mardi après-midi, on aura donc en décalé les minutes de la Fed mardi soir, donc le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire ce sera mardi soir. Mercredi, on aura du coup là aussi en décalé, normalement c'est le jeudi, là on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc on va les surveiller évidemment, parce que ça on le disait à l'instant, les demandes continues d'allocation chômage se redressent sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2021. Donc là, il y a vraiment un thème qui est en train de ressortir sur l'aspect emploi américain. On aura également les commandes de biens durables aux États-Unis mercredi après-midi. Jeudi, ce sera au tour des PMI, des fameux indices d'activité en zone euro d'être publiés, et ce seront les PMI flash, c'est-à-dire la première estimation, donc c'est la plus importante. Il y a toujours après un chiffre qui vient en révision. Le plus important, c'est le PMI flash, donc on les connaîtra pour les pays européens, aussi bien services que manufacturiers, donc les deux indices d'activité. Ce sera jeudi matin. Et vendredi, on finira avec les PMI d'activité aux États-Unis, donc manufacturiers et services, et également un indice, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.